matinal tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et donc, je suis très heureuse de recevoir Gérald Authier, essayiste, dirigeant d'une société de conseil dans le secteur financier, auteur de ce livre Stop au capitalisme woke aux éditions Omerta. Je crois que c'est le premier livre Omerta. Merci beaucoup, Gérald Authier. Bonjour. Bonjour Clémence Oudiakova, merci pour votre invitation et permettez-moi de vous féliciter parce que je sais que votre chaîne vient de passer les 300 000 abonnés. Merci. Ce qui prouve la qualité de votre travail. Merci beaucoup. Alors justement, vous aussi, vous avez bien travaillé sur ce sujet, un sujet très intéressant parce que non seulement vous parlez du wokisme, dont on a l'habitude d'entendre parler maintenant malheureusement, notamment dans l'éducation nationale, c'est un de nos sujets, et à quel point il peut aller pervertir et voire choquer terriblement les têtes de nos chères têtes blondes. Mais ici, vous abordez un autre sujet, peut-être moins connu, et finalement qui a un impact énorme pour nous tous, que nous soyons ou pas dans une entreprise, c'est le développement du wokisme en entreprise. Alors d'abord, peut-être vous pouvez nous expliquer le phénomène depuis quand on sent que le wokisme s'installe dans l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Puis après, on va aller sur les conséquences de ce wokisme finalement, parce qu'on pourrait se dire, voilà, des entreprises qui portent une idéologie, c'est pas forcément nouveau, même si on a l'habitude, et vous le dites, que les entreprises soient plutôt par nature conservatrices, donc pas forcément adeptes au wokisme et à ses idées. Malgré tout, donc vous allez nous expliquer ce paradoxe et surtout après qu'on aille sur les conséquences, en quoi le wokisme finalement est nuisible pour les entreprises. Très bien, alors si vous le permettez, je commencerai par une définition du wokisme. Je pense que c'est important. Bien sûr, vous avez raison. Important pourquoi? Parce que je discute beaucoup du wokisme autour de moi. Je vois assez souvent des personnes qui se déclarent même anti-woke et qui, après quelques minutes de discussion, s'aperçoivent qu'elles sont en fait woke et vice-versa. Et surtout des personnes woke qui se découvrent anti-woke. Donc le wokisme, on en entend beaucoup parler, mais tout n'est pas wokisme. Et je prends un exemple récent. À mon avis, il y a deux grands mouvements aujourd'hui dans la société. Il y a ce mouvement de décivilisation, il y a un mouvement de wokisme. Le wokisme entraîne certainement la décivilisation, mais tout n'est pas wokisme. Je prends un exemple très récent de l'actualité. Lorsqu'un grand dirigeant politique décède et que certains sabrent au champagne sa mort, c'est de la décivilisation, c'est pas du wokisme. C'est pas tout à fait la même chose. Alors qu'est-ce que c'est que le wokisme? Vas-y. Le wokisme est un mouvement de prise de conscience à l'égard des inégalités liées à la race, au sexe et à l'identité sexuelle. Les woke sont généralement des gens sincères, peut-être à l'exception de quelques militants politiques zélés. Ce sont des gens sincères qui sont frustrés des inégalités. Et ces inégalités, ils les mettent sur le compte de deux responsables. Le premier, c'est un groupe dominant. Et le deuxième, c'est la société qui est par nature oppressive. Alors ce groupe dominant, quel est-il? Ce sont les hommes qui dominent les femmes, ce sont les blancs qui dominent les personnes de couleur, et ce sont les hétérosexuels qui dominent les homosexuels. Et d'une manière générale, l'homme blanc, hétérosexuel, a fortiori de plus de 50 ans, est le prédateur par excellence. Il bénéficie d'un privilège, le privilège blanc, et qui dit privilège, surtout en France, il convient de l'abolir. Et la solution des woke, c'est ce qu'on appelle la justice sociale, c'est-à-dire une spoliation légale, c'est-à-dire de leur prendre ce qu'il aurait mérité. Et ça vient d'un philosophe qu'on a... Une discrimination positive, vous voulez dire? C'est en partie de la discrimination repoussé positive. Par la société, ce qui a été perdu. Voilà, ça peut être la culture de l'effacement. Il y a énormément de thèmes dans le wokisme. Pour les citer rapidement, il y a le racisme systémique, il y a le patriarcat oppressif, il y a la culture du viol, la masculinité toxique, l'écriture inclusive. Et donc, leur idée, c'est cette histoire de spoliation légale. Et ça nous vient d'un philosophe des années 70, qu'on a un petit peu oublié, qui s'appelle John Rawls, qui a développé la thèse de la théorie de la justice, selon laquelle toute inégalité imméritée mérite réparation. Oui. Donc le wokisme, c'est ça. Et ce que j'explique dans le livre, c'est qu'en fait, le wokisme est un marxisme culturel. Et il y a plusieurs aspects notables dans le wokisme qui sont tout est simplement du marxisme, parce qu'on retrouve exactement les mêmes fonctionnements. Le même fonctionnement, le polylogisme, l'hégémonie culturelle, on retrouve et surtout la théorie critique de l'école de Francfort. Oui, puis la théorie de l'égalité, de l'égalitarisme, c'est-à-dire que tout le monde doit être remis à égalité selon leur grille de critères à eux. Oui, ça va même plus loin que l'égalité, parce que si vous le permettez, en général, on veut se venger
de l'homme blanc. Mmh. Donc, ce n'est pas tout à fait l'égalité de résultats qu'on cherche, c'est de se dire il va falloir faire en sorte que l'homme blanc ait moins parce que, selon les woke, l'homme blanc a eu plus auparavant. Ouais, ouais. Et jusqu'à après, on peut aborder aussi le problème de l'intersectionnalité et de cette hiérarchie que vous commenciez à donner. L'homme blanc, le mâle blanc de plus de 40 ans étant peut-être le pire des pires ennemis. Puis ensuite, vous mettez la grille des racisés ou des homosexuels. Et puis là, on peut être évidemment encore mieux vu, entre guillemets, quand on est et racisé et LGBT, etc. Mais parfois, moi j'ai lu ça, c'est assez cocasse quand même. Il y a des réunions où on va avoir des LGBT mais qui n'acceptent que des racisés. Si vous n'êtes pas racisé, vous êtes exclu. Donc tout le monde est l'exclu de l'autre quand même, hein. On finit toujours par ici dans cette grille d'exclusion finalement par être exclu du règne du wokisme. Mais allons un peu plus avant du côté de l'entreprise. Comment donc a-t-il envahi l'entreprise? À quelle strate? Parce que vous vous expliquez bien qu'il y a plusieurs strates. Ça peut venir du bas, ça peut venir du haut. Et puis surtout, à quel point ça va nuire finalement aux affaires des entreprises? Alors, dans un premier temps, il faut comprendre que c'est la finance qui a ouvert les portes du wokisme dans les entreprises. C'est la finance qui l'a imposé. Pour le comprendre, il faut essayer de comprendre comment fonctionne une entreprise. Alors très rapidement, vous avez dans les entreprises, en général, le propriétaire de l'entreprise et le directeur général. Pour les plus petites entreprises, c'est une et même personne. Mais dans les plus grandes entreprises, vous avez un grand nombre de propriétaires, on appelle ça des actionnaires, et les décisions sont prises par un organe qu'on appelle le conseil d'administration. Et le conseil d'administration va établir les axes stratégiques de l'entreprise, charge au directeur général ou à la direction générale de les appliquer. Et si vous regardez les plus grandes entreprises, on va prendre l'exemple d'Amazon. Le fondateur d'Amazon, c'est Jeff Bezos. Mais peut-être ne le savez-vous pas, Jeff Bezos n'a que 9,8% de l'entreprise qu'il a créée, c'est-à-dire il a 980 millions d'actions sur les 10 milliards d'actions en circulation. Oui. Qui sont les 9 autres actionnaires? Les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, les gestionnaires d'actifs. On va retrouver BlackRock, Vanguard, State Street et d'autres. Et donc, d'une manière générale, dans toutes les grandes entreprises américaines, dans l'ensemble des entreprises américaines et même aussi françaises et autres, ce sont aujourd'hui les gestionnaires d'actifs, ce que vous appelez les fonds d'investissement, qui décident. Pourquoi? Parce qu'elles possèdent en moyenne entre 60 à 80% du capital de ces entreprises. Et parmi les choses qu'elles décident ou qu'elles imposent, on appelle ça un chantage financier, c'est l'instauration des critères ESG. Et ces critères ESG, ça veut dire les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Alors, dans les critères environnementaux, on va avoir peut-être le respect de critères environnementaux classiques. On va regarder les consommations d'électricité. Oui, jusqu'à là, à peu près. Jusqu'à là, ça va. Dans les critères sociaux, le respect du droit du travail. Et dans la partie gouvernance, on va retrouver l'instauration de ce qu'on appelle vous savez, la DEI, l'application des critères DEI de diversité, d'équité et d'inclusion, qui demande notamment une représentation plus grande des minorités dans les conseils d'administration et dans les entreprises. Donc la finance a ouvert la porte au wokisme. A forcé la porte. A forcé la porte, oui, d'une certaine manière. Et idéologiquement, le premier, on appelle les fonds qui imposent ces critères, des critères ESG, on appelle ça des fonds ISR, investissement socialement responsable. Et le premier fonds ISR date de 1929, parce qu'à l'époque, aux États-Unis, vous aviez la prohibition de l'alcool. Donc, on considère que c'est le premier fonds, c'est le Pioneer Fund. C'est le fonds de Philippe Carret qui excluait les sociétés qui produisaient de l'alcool. Et par la suite, on a eu d'autres fonds qui se sont créés, notamment le World Pax Fund en 1971. Et dans les années 70, le fait d'imposer ou de choisir des sociétés dans lesquelles on investit sur des critères autres que des critères financiers, ça fait débat. Vous avez des personnes comme Milton Friedman, qui n'est pas encore à l'époque prix Nobel, qui vient de publier Capitalisme et Liberté, et qui est sur tous les plateaux de télévision américaines pour promouvoir le libéralisme, qui est complètement contre et qui dit non, il ne faut pas choisir des sociétés sur un critère autre que le critère financier. L'efficacité. Voilà, parce que le rôle d'une entreprise, c'est son fameux Mantra, édito dans le New York Times, la responsabilité sociale des entreprises, c'est de maximiser la valeur de l'entreprise. Une autre personne comme Harry Markowitz, c'est aussi un prix Nobel, c'est le père de la diversification, c'est la raison pour laquelle votre épargne, vous ne mettez pas tous les œufs dans le même panier, c'est grâce à lui. Il dit aussi, non, c'est un contresens financier d'exclure ces entreprises
sur des critères autres que financiers dans l'allocation d'actifs. Et vous avez une nouvelle impulsion qui vient de Genève. Un jeune professeur de l'université de Genève, à l'époque, dans les années 70, va publier un petit ouvrage qui s'appelle « Le management moderne d'entreprise dans l'industrie mécanique ». Et son idée, c'est la suivante, c'est de dire non, on s'arrête là. L'entreprise doit prendre en compte pas seulement les actionnaires, mais toutes les parties prenantes. Et on va appeler ça le stakeholder capitalisme, c'est-à-dire les fournisseurs, les clients, les employés, mais surtout la société. Il va utiliser pour cela un forum qu'il vient de créer, qui s'appelle le Symposium européen du management. Et il va diffuser ces idées-là auprès des chefs d'entreprise et des dirigeants européens. Et 2 ans plus tard, il va publier un ouvrage qui s'intéresse non plus seulement à l'industrie mécanique, mais à toutes les entreprises. Il l'appelle le Manifeste de Davos. Et il va développer, promouvoir son idéologie qu'il appelle la nouvelle éthique des affaires. Ce jeune homme, c'est Klaus Schwab. Et le Symposium européen du management, il va le renommer en 1987 le Forum économique mondial, le Forum de Davos. Et depuis lors, son objectif a été d'imposer les critères ESG dans toutes les entreprises. Et c'est à l'agenda c'est vérifiable tout ce que je dis, c'est à l'agenda du Forum de Davos depuis très longtemps. En 2004, vous avez l'ONU, avec plusieurs institutions financières, qui va publier un rapport qui s'appelle Who Cares Win, et qui va, pour la première fois, faire mention des critères ESG en disant que ce serait bénéfique pour les entreprises. Et à partir de là, les choses s'accélèrent. En 2008, la crise financière, la finance est montrée du doigt. Vous savez, on avait tous ces mouvements, Occupy Wall Street, la grande finance est responsable. Et là, la finance va trouver une très bonne idée, c'est de se dire, on va passer de l'hérésie à la sainteté en étant nous-mêmes les promoteurs de ces critères ESG. Concomitamment, vous avez 3 événements qui vont aider à cela. Le premier, le mouvement MeToo, qui va mettre l'accent sur les questions du sexisme dans l'entreprise. Vous avez le meurtre de l'Américain George Floyd, qui lui aussi va mettre en avant les questions du racisme systémique. Et enfin, en tout cas en Europe surtout, et aussi d'ailleurs aux États-Unis, cette idée de la part des partis politiques de gauche qu'on ne doit plus s'adresser à un électorat qui est composé de travailleurs et qui se préoccupe des questions sociales et sociales, mais plutôt à un nouvel électorat qui est composé de minorités, principalement de femmes et de minorités sexuelles, et qui s'intéresse aux questions sociétales. Et donc en fait, pour des raisons électoralistes, la gauche va reprendre à son compte... Là, c'est un peu Terra Nova. Ouais. C'est exactement Terra Nova, va reprendre à son compte les thèses woke et les imposer dans les entreprises. À tel point qu'à la fin des années 2010, c'est-à-dire au début des années 2020, juste avant le Covid, vous aviez quelqu'un comme Larry Fink, c'est le patron de BlackRock, qui vous dit « nous allons forcer les comportements ». Vous avez quelqu'un comme Klaus Schwab qui vous dit que toutes les industries, tous les pays devront être transformés, qui prononce ça lors du forum de Davos. Et je vous ai parlé tout à l'heure du World Pax Fund qui, dans les années 70, s'était créé et qui excluait de son allocation d'actifs des entreprises qui ne respectaient pas certains critères. Ce fonds existe toujours. Et en 2019, pour vous montrer la différence de méthodologie, au lieu d'exclure des entreprises qui ne respectent pas les critères du World Pax Fund, les critères sociaux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont menacé une entreprise comme Oracle de se désinvestir complètement s'ils n'acceptaient pas dans leur conseil d'administration de femmes. Oui, alors ça c'est quand même, quand on connaît la puissance de tir et la puissance financière de ces fonds d'investissement, c'est absolument énorme, en effet, comme chantage financier. C'est énorme, mais... C'est l'entreprise qui fait faillite ou pas, en fait? Oui, alors si vous avez plus de sources de financement, c'est compliqué et ça a des conséquences sur l'entreprise. Mais vous avez 2 avantages pour les entreprises. Le premier avantage, évidemment, c'est l'élimination de la concurrence. Parce que si vous êtes une grande entreprise et que vous devez céder aux lubies de ces critères ESG, je pourrais vous en citer quelques-uns parce que vous avez vous avez des indices boursiers qui se sont créés pour suivre un peu cela. Parmi ceux-là, le CEI, le Corporate Equality Index, qui est l'indice boursier du HRC, qui est un des lobbies pro-LGBT, surtout T, les plus puissants d'Amérique, et qui demande aux entreprises, par exemple, d'installer des toilettes transgenres, d'avoir des tenues neutres au travail, de ne plus utiliser les mots comme père et mère. Alors ça, vous me direz, d'un côté, ça passe. De faire des donations aux associations LGBT, mais surtout
de choisir parmi leurs fournisseurs des fournisseurs qui ont une orientation sexuelle LGBT. Ouais, Donc on ne choisit plus les produits en fonction d'un rapport qualité-prix, mais en fonction de l'orientation sexuelle. Ouais. Et l'avantage pour certaines entreprises, c'est que les plus grandes peuvent se le permettre. Mais les plus petites entreprises, elles ne peuvent pas se le permettre. Et où est le problème ? Le problème est le suivant, c'est que l'innovation, la créativité vient souvent de ces acteurs un petit peu plus flexibles, plus prompts à prendre des risques, et qui sont le véritable facteur d'innovation et de progrès dans notre société. Ouais. Et le deuxième avantage pour les entreprises, c'est que vous avez des dirigeants qui sont parfois médiocres et qui ont de mauvais résultats financiers, qui peuvent se dire maintenant, attendez, moi je suis bénéfique à la société, oui j'ai des mauvais résultats financiers, mais regardez, j'ai dans mon conseil d'administration, dans ma direction, des personnes de toutes les couleurs, de toutes les races, donc vous ne pouvez pas me licencier. Et alors c'est ça qui est intéressant, c'est que vous montrez que tout ça, c'est quand même, ces critères finalement peuvent, vous disiez, vous reprenez ce mantra go woke, go broke, peuvent tuer l'entreprise puisqu'elle a perdu son intérêt premier qui est celui de rentabiliser au maximum, comme vous le disiez, son entreprise. Et finalement, est-ce que vous pouvez donner des exemples juste un tout petit peu concrets pour Bien conclure Vous citez Disney, par exemple. Disney, qui est, vous le dites d'ailleurs, je découvre, l'entreprise la plus haïe, c'est ça Oui. C'est quand même impressionnant, des États-Unis. Des États-Unis. Qui pourtant s'est vraiment installé ces scénarios dans une typologie woke énorme. Mais il me semble quand même qu'il y a eu une évolution dernièrement, puisque justement, à force de ne plus réussir à remplir les salles, mais ça a duré très longtemps avant qu'ils décident. Une inflexion plus qu'une évolution. Une inflexion. Mais je vous le concède. On est quand même revenu un petit peu et on a donné mot d'ordre aux metteurs en scène d'arrêter un tout petit peu le wokisme, parce qu'on était quand même arrivé, vous le rappelez, à des personnages type transgenre, non définis, qui se faisaient appeler Yel. Oui, alors, Disney est passé des dessins animés de notre enfance, comme Bambi, Le Roi Lion, où les personnages étaient souvent des animaux anthropomorphes qui qui représentaient des types de notre qui société. véhiculaient des valeurs altruistes et le dépassement de soi et des valeurs familiales, à des conférences déguisées de glorification, notamment des minorités et de l'homosexualité, et de la critique de l'homme blanc et du patriarcat, et aussi de la promotion de l'homosexualité. Et la principale question qu'on peut se poser chez Disney, c'est pas tant de savoir pourquoi Disney veut absolument inculquer aux enfants ces valeurs-là, mais pourquoi est-ce que les enfants devraient écouter ces valeurs-là. Bah oui. Et effectivement, il y a eu une inflexion. Pourquoi ? Parce que Disney perd de l'argent et perd des parts de marché. Et quand vous aviez en 2022 la vice-présidente des contenus qui s'appelle Karen Burr, qui disait qu'elle voulait voir 50% des personnages de Disney comme étant des personnages homosexuels, cette personne a quitté Disney. Donc oui, il y a eu une inflexion. Maintenant, après le discours du patron de Disney, qui dit qu'il va falloir maintenant s'intéresser un peu plus aux histoires, vous avez eu quand même Blanche-Neige et les 7 nains, c'est après, et qui ne sont plus des nains, qui sont des créatures magiques, parce qu'on ne voulait pas faire de tort aux nains. Oui. Il faut quand même comprendre que la quasi-intégralité, en tout cas chez Disney, parce que c'est l'une des sociétés les plus woke d'Amérique, des employés de Disney partagent les mantras, la vision progressiste des woke. Oui. Donc oui, vous aurez peut-être une inflexion, mais je pense qu'on se trouve à une sorte de croisement où vous allez avoir des sociétés qui vont devenir de plus en plus woke, Et d'autres qui vont dire et ça d'autres ne marche pas. qui vont On fait oui, faillite. où vous avez McDonald's récemment, c'est la dernière entreprise qui se retire un petit peu du marché du wokisme sous la pression d'un influenceur de droite qui avait promis une vague de boycott contre McDonald's, et on sait que le boycott contre les entreprises woke, ça marche. Oui, ça c'est vraiment intéressant. Et pour finir, un exemple très concret et actuel, puisqu'on a pu voir les incendies de Los Angeles et la commandante des pompiers de Los Angeles, Christine Crowley, qui avait fait du recrutement woke LGBT inclusif, on appelle ça comme on veut, une priorité, mais on a vu que finalement cette démarche wokiste n'était pas forcément une démarche de recherche de compétences finalement pour ce métier, et qui a pu être très très critiquée dernièrement. Je vous propose d'écouter rapidement Christine Crowley. She took time out of her already busy schedule to tell us about her vision for the department's future, one that includes a 3-year strategic plan to increase diversity. People ask me, well, what number are you looking for? I say, I'm not looking for a number. It's never enough.
Donc les personnes me demandent combien de personnes il me faut pour cette inclusivité. Ça ne sera jamais assez. Voilà, on avait déjà entendu parler de ça quand on a parlé de Los Angeles et des incendies. Mais pour conclure, et là on est vraiment dans du concret, archi concret, on voit que finalement ça peut aller, et vous en parlez dans votre livre, le recrutement wokiste peut aller jusqu'à provoquer indirectement ça peut devenir dangereux, on va dire, pour pas dire provoquer la mort. Dans certaines situations, oui, vous avez eu du recrutement wokiste qui a, en tout cas, des priorités mises sur l'accent de la vision progressiste et des woke qui ont mis des sociétés en faillite. Ça a été le cas de la banque SVB aux États-Unis, qui n'avait pas de directeur du contrôle des risques, mais qui avait toute une direction dédiée aux problématiques woke. Et effectivement, le principal problème du wokisme, c'est-à-dire le cœur du sujet, c'est exactement ce que vous avez montré dans votre extrait, c'est-à-dire que les woke considèrent que la méritocratie sert à justifier la suprématie blanche. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que vous ne recrutez plus les meilleures personnes pour leur poste, qui pour nous surtout pour nous les Français, parce que c'est quand même les Français qui ont remis la méritocratie au centre de la politique européenne, notamment à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, si vous n'avez plus la méritocratie comme guide pour recruter, vous recrutez des personnes en fonction de leur couleur de peau ou de leur orientation sexuelle ou de leur genre. Alors oui, vous pouvez trouver des personnes compétentes, il n'y a pas de doute là-dessus, mais vous n'allez pas trouver toutes les personnes compétentes à leur poste si vous recrutez uniquement que de cette manière-là. Ouais, et là, on comprend que finalement, non seulement on met en danger l'entreprise qui peut faire faillite, mais même les autres. Et la société. Quand on est, exactement. Et la société quand on est dans des métiers comme pompier. Et on a un exemple criant, encore une fois, avec les incendies de Los Angeles. Merci beaucoup, Gérald Dauthier. Un petit livre très très bien fait, très pédagogique. Stop au capitalisme woke aux éditions Omerta. Et merci à vous tous, chers amis. Merci surtout d'en avoir été encore une fois et de nous avoir aidés à être encore une fois la première matinale sur YouTube de France.